Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour ce colloque. Je regarde ce titre et je souris parce qu'on parle d'opportunités. Alors c'est clair que nous avons l'opportunité ici de parler de notre laboratoire, Polyindustrie 4.0. Alors ce diapo, en fait, c'était pour introduire un peu c'est quoi l'industrie 4.0, le définir, et vous l'avez déjà vu. Mais par contre, ce que je pourrais peut-être attirer votre attention, c'est la partie expertise. Voyez-vous, traditionnellement, les révolutions industrielles qu'on a vues nécessitent un niveau d'expertise qui accroisse tranquillement, mais avec l'industrie 4.0, c'est un peu exponentiel. Et quand je parle d'expertise, je parle de la formation de nos ingénieurs, par exemple à Polytechnique, où tout est pas mal en vase clos, mais aussi par rapport à la recherche. C'est-à-dire la recherche ne pourra plus se faire en solo ni en silo. C'est-à-dire il va falloir qu'on travaille avec des gens, avec des profils différents. Alors le niveau d'expertise est très élevé, mais ça a un impact direct sur les types de recherche qu'on va être amené à faire. La définition de 4.0, il existe une multitude, une centaine de définitions qui ont été répertoriées, mais en gros, connecter l'ensemble des objets et intervenants au sein de l'entreprise nous semble être le plus juste ou le plus simple à visualiser. Si on regarde cette photo, on est capable de voir ce qu'on peut faire concrètement. On peut visualiser la performance au sein d'une entreprise, avoir des paramètres, des indicateurs de performance au niveau consommation énergétique, au niveau du stock, etc. L'autre photo que vous voyez, c'est par rapport à l'usine intelligente. Okay, vous avez, en fait, vous n'avez pas de travailleurs. On est en train de parler de santé et sécurité au travail, mais il n'y a pas de travailleurs. Il faut quand même retenir que les robots, ça n'achète pas des autos. Alors là, on revient à l'humain, en fait, parce que vous avez une usine intelligente qui produit quelque chose qui ne va pas être acheté par les robots. Mais l'humain, il va faire comment, en fait, pour acheter ces choses-là? Processus, produit, service. Si j'avais à expliquer par rapport à la sécurité des machines, je vous dirais que le processus, c'est comment vous fabriquez des machines. On peut optimiser tout cela, regarder les indicateurs de performance. Le produit, c'est la machine elle-même, mais avec des logiciels embarqués, avec un système intelligent qui envoie des signaux. On est capable de faire de la maintenance prédictive. Et au niveau du service, c'est des entreprises qui offrent de nouveaux services, c'est-à-dire avant même que vous sachiez qu'il faut faire de la maintenance, une compagnie peut savoir bien en avance, écoutez, faire des offres de services et même des offres de services de formation par rapport à l'utilisation de vos équipements. Alors du coup, pourquoi c'est difficile de se définir comme expert en industrie 4.0 ? Tout simplement parce que les leviers technologiques qui sont impliqués, il y en a trop. C'est-à-dire, si vous voulez vous définir comme expert dans l'industrie 4.0, il faut quasiment maîtriser toutes ces technologies-là. Okay? Puis un ingénieur à Polytechnique ou les autres universités de votre formation, ça va être génie électrique, génie civil, génie chimique, etc. Ici, on est dans le transversal. Ce qui m'amène à la deuxième partie de la présentation, qui est notre laboratoire. C'est un laboratoire qui a été créé en 2017, en fait. C'est pas mal tous les professeurs de génie industriel à Polytechnique, en collaboration avec d'autres profs de l'ETS, entre autres. Et l'objectif visé par ce laboratoire, c'est la formation et la recherche, et le support aux entreprises. Alors, nous avons 22 professeurs présentement, et nous allons recruter un directeur ou une directrice exécutive, et recruter 2 ou 3 nouveaux postes de profs prochainement. Plusieurs partenaires de recherche impliqués, évidemment. L'axe ergonomie et sécurité dans ce laboratoire est constitué de la sécurité industrielle, qui est menée par moi-même, en collaboration avec des collègues, l'ergonomie occupationnelle, menée par Daniel Ebeau, et l'axe ergonomie cognitive, c'est Jean-Marc Robert, ergonome cognitif à Polytechnique. Et en fait, tout ce que je vais vous présenter, c'est des idées de projets. Ce n'est pas des projets réalisés, mais c'est des projets que nous aimerions faire et que, dans quelques cas, sont déjà amorcés. D'accord ? Alors, si je regarde l'aspect sécurité industrielle, je voudrais que, oui, il y a l'industrie 4.0 qui va amener des changements profonds, dans la façon de faire et tout, mais il y a l'industrie 4.0, ça ne va pas être comme implanté à 100% tout de suite. Il va y avoir une transition. Dans nos pratiques, dans nos façons de faire, si je pense au cadenassage, espace clos, où on a besoin de permis d'entrée, etc., on peut l'utiliser comme opportunité pour faire de la prévention. D'accord ? Regardez, si on prend l'exemple du cadenassage, en équipant des personnes, des travailleurs, on est capable de suivre en temps réel la progression et peut-être même les risques. Et s'il y a un problème, de le signaler, de contacter les services d'urgence de façon autonome. Mais c'est des choses qui existent, qui pourraient être faites avec des technologies qui sont déjà là.
D'autres opportunités de recherche, c'est en lien avec la conception des machines. On sait très bien que les concepteurs, fabricants de machines ne prennent pas en considération nécessairement l'utilisation réelle des équipements. Alors, avec les données qui pourront être disponibles, on pourrait revoir la conception de ces équipements, c'est-à-dire concevoir les équipements en tenant en considération l'utilisabilité, l'utilisation réelle de ces machines, contrer les pratiques de neutralisation, entre autres. Alors du coup, c'est même dans les façons de faire, dans la conception de ces équipements, nous serons capables de profiter, de tirer profit des technologies existantes. Un gros défi qui nous guette, par contre, si on considère la sécurité industrielle, c'est la cybersécurité. Parce que vous avez vu des usines intelligentes, absence d'humains au complet, mais ces usines peuvent être contrôlées à distance. Et des gens mal intentionnés ou avec des intentions criminelles, on va dire, pourraient causer bien des dommages, bien des troubles. Exemple concret, quelqu'un qui commande une machine à distance ou prend possession de la commande de la machine à distance peut faire exposer les travailleurs à des dangers. Si on considère l'industrie agroalimentaire, ça peut avoir un impact sur la sécurité publique, en fait, par la contamination. Alors du coup, l'aspect sécurité devient un élément important. Au niveau ISO, il y a une norme en élaboration qui regarde l'aspect, pas uniquement dommage, mais dommage dans le sens dommage blessure, mais aussi dommage l'impact, les conséquences de tout ça. Évidemment, pour faire ces estimations de ce nouveau type de risque, nous avons besoin d'outils et de méthodes qui n'existent pas, qui doivent être développés. Les défis qui nous guettent sont d'ordre éthique. Faire porter des capteurs à des gens en permanence, dans le lieu de travail. La surveillance, c'est où la frontière avec la vie privée. La cohabitation, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, l'industrie 4.0, c'est pas un jour, nous ne sommes pas 4.0, puis le lendemain, nous sommes. Il va y avoir une évolution, une cohabitation avec des machines connectées, puis d'autres machines qui ne le sont pas. Et ça peut porter à des nouveaux types de risques qu'on n'est pas outillé à voir. Évidemment, au niveau de la normalisation et la réglementation, il y a toujours un retard, en fait, par rapport à ça. Il y a Daniel Imbeau qui a une vision où l'humain, en fait, est au centre de la préoccupation. Les surcharges physiques, cognitives, psychologiques sont connues. Traditionnellement, quand l'humain cohabite, travaille avec des machines, avec des équipements, nous avons ces problèmes. Mais est-ce que ces problèmes-là sont suffisamment documentés? Est-ce que c'est les mêmes problématiques ou avec des nouveaux équipements, exemple des robots collaboratifs, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes outils? On n'est pas sûr. Alors, avoir des outils qui permettent de faire de l'estimation de risque en temps réel serait intéressant. On pourrait l'explorer, on pourrait voir, on pourrait définir des seuils et même peut-être offrir des services de formation, de reconfiguration de postes, etc. Alors du coup, d'un point de vue plus pratico-pratique, il y aurait de la recherche à faire au niveau des capteurs, au niveau de la visualisation des données, au niveau de la présentation des données, de la hiérarchisation des données. Alors, tous ces éléments-là seraient des thèmes ou des sujets que Daniel Imbeau serait intéressé à explorer, en fait. Évidemment, en pensant à l'industrie 4.0, on ne peut pas écarter l'humain. On peut difficilement considérer l'humain comme étant juste un maillon faible de la chaîne, c'est-à-dire le temps voulu, le temps où la machine va être suffisamment mature, la technologie va être mature, le temps où le coût le permet, on va juste l'enlever humain, puis le faire remplacer. Je pense que c'est là où il y aurait une réflexion à avoir, où j'ai vu des vidéos où la robotisation est présentée comme on veut réduire les risques, on veut rendre le travail du travailleur plus intéressant, plus riche. Ça, c'est parfait. Mais si l'objectif ne s'arrête à cela, j'ai aucun problème. Mais si l'objectif final serait d'évacuer complètement les gens, c'est-à-dire d'avoir des usines complètement intelligentes avec des travailleurs qui ne sont plus là, je pense que la question se pose. Est-ce qu'au niveau de la SST, il y a des choses qu'on peut regarder? Parce que sinon, la personne qui va être là, puis je le répète, l'industrie 4.0, c'est pas aujourd'hui et demain, ça arrive, il y a une transition. Il y aurait peut-être des choses à faire à ce niveau. Et moi, personnellement, je pense que moi, j'ai un problème avec ça parce que je considère que le travail contribue à mon bonheur. Alors du coup, on peut bien dire que les gens vont avoir plus de temps de loisirs pour faire plein de choses, mais on disait déjà ça avec la révolution industrielle 3.
sais, avec l'automatisation, on disait déjà ça. Puis c'est pas ça qui est arrivé du tout. Alors, il y aurait une réflexion à faire, puis peut-être même des thèmes de recherche. Bon, la dernière partie, en fait, c'est par rapport à l'ergonomie cognitive, l'ergonomie informatique. Ici, c'est Jean-Marc Robert, en fait. C'est quelque chose qui est déjà très répandu dans le processus, dans l'aéronautique, pour visualiser les écrans, pour hiérarchiser des choses, pour s'assurer qu'on ne laisse pas passer des informations critiques. Évidemment, avec l'industrie 4.0, ce phénomène va s'amplifier. C'est-à-dire, vous avez des PME qui, en bout de ligne, va avoir des salles de contrôle, de commande, où il va falloir traiter ces informations-là. Alors du coup, avec Jean-Marc Robert, il y a plusieurs idées de projets ou de recherches qui pourraient être faits. Exemple, comment présenter visuellement ces masses de données, comment naviguer entre ces différents niveaux. Pas mal des thèmes de recherche qu'on retrouve très bien dans l'aéronautique, dans le procédé industriel, mais à cause de la technologie 4.0, on va le retrouver un peu partout en fait. Alors il y aurait des éléments à regarder à ce niveau. Voilà, merci.